Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque nous enregistrons en direct de la conférence Black Alps avec Sylvain, président du comité d'organisation, et Julien, président du comité de programme. Donc deux invités de marque pour cet épisode. Sylvain, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, salut Nicolas. Donc je m'appelle Sylvain Pasini et je suis professeur à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud et accessoirement président et fondateur de l'association Black Alps qui organise cet événement, la conférence Black Alps. Julien ? Et Julien Barpan, je suis responsable du comité de programme et ingénieur sécurité chez Google. Alors Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de la conférence en quelques mots ? Quelle année elle a été créée ? Combien de participants ? Combien de nationalités ? Etc. Oui, bien sûr. Alors en fait, on organise depuis 2011 une conférence ici à Yverdon-les-Bains en Suisse. Et depuis 2017, c'est sous le régime Black Alps. Donc on a fait 2017, 2018, 2019, puis une petite pause et on revient en 2022. C'est en gros la 10e édition ici à Yverdon-les-Bains. Oui, on a tous fait une petite pause en 2020, mais en 2021, vous avez quand même organisé un événement non virtuel. Comment vous avez fait ? Parce qu'il y avait encore des restrictions sanitaires assez compliquées. Alors effectivement, en 2021, ça a été une année un petit peu plus compliquée parce qu'en fait, on a démarré avec l'organisation d'un événement conventionnel, comme on le faisait les années précédentes, en se disant que tout allait bien aller. Et puis finalement, en voyant l'été se terminer, on s'est dit « oulala, des restrictions vont arriver » et on a dû prendre la décision d'annuler l'événement conventionnel qui était en novembre, et on a bien fait parce qu'on n'aurait pas pu l'organiser. Et en quelques jours, on va dire, on a réorganisé un nouvel événement. Donc pour nous, je pense pour le comité, il y avait quelque chose qui était assez fort, c'était de faire vivre la communauté, de rassembler la communauté et de ne pas partir sur un événement virtuel. Et du coup, on a innové, en fait, en quelque sorte, mais dans un autre monde plutôt que technique. On a fait un événement en extérieur. Donc on a un super lieu au bord du lac de Neuchâtel et en fait on a installé un écran, un beamer et on a pu faire une conférence en extérieur en contournant un petit peu les restrictions qu'il y avait à cette période-là. Et donc ça s'est passé le 20 septembre à peu près 2021. Donc on a pu faire la première édition d'un Black Alps Barbecue avec des conférences en extérieur. Très bien, donc s'il y a à nouveau des restrictions en 2023, on sait que Black Alps aura quand même lieu, il y a des solutions de contournement. Effectivement. Donc cette conférence qui effectivement j'ai connue à l'époque de l'Application Security Forum Western Switzerland, elle a bien grossi. Aujourd'hui, c'est combien de participants ? On peut déjà dire que c'est 2 jours, mais combien de présentations ? Alors en fait, on a 14 présentations plus 2 keynotes, donc 16 présentations pendant ces 2 jours. Accessoirement, on a un concours de ethical hacking, un Capture the Flag, CTF. Et puis le nombre de personnes, on a vendu à peu près 700 tickets, ce qui représente à peu près pas loin de 400 personnes dans les conférences, 200 personnes au concours de ethical hacking, et puis environ 150 personnes pendant les networking dinners. Alors une des particularités aussi, c'est qu'on est en Suisse romande, francophone, mais la majorité des présentations se font en anglais. Alors pourquoi le choix de l'anglais ? J'ai noté que c'était difficile pour certains intervenants français de parler anglais. Je m'en excuse au nom des Français. Alors en fait, c'était un choix un peu stratégique et aussi une demande de l'audience parce que c'est vrai que quand on a démarré il y a quelques années, on avait plutôt une audience locale et puis au fur et à mesure du temps, on a eu une audience de plus en plus nationale, donc avec la partie germanique et internationale avec des participants qui viennent de plus ou moins de l'Europe. Alors Julien, donc toi tu as présidé au comité de programme. Combien vous avez eu de soumissions pour en retenir que 14 à la fin ? On a eu une 50aine de soumissions, sauf erreur, pour en retenir 14. Ouais. J'ai assisté à la quasi-totalité des présentations. Je dois dire que le niveau était quand même techniquement assez élevé. Alors historiquement, bien sûr, il y a des présentations sur les attaques hardware. Ça vient un petit peu de l'activité historique sur les systèmes de protection matérielle en Suisse romande, mais il y a aussi énormément de présentations d'exploitation de reverse engineering. Donc, Synactive avec sa présentation sur comment ils ont gagné 2 fois le point-to-own. Est-ce que vous n'avez que des soumissions de ce type ou est-ce que c'est un biais, est-ce que c'est une ligne éditoriale de la conférence ?
Non, alors déjà, historiquement, en fait, on avait les précédentes éditions, on avait 2 tracks où on essayait de faire 50-50 avec du blue team et plutôt de l'attaque. Cette année, en fait, on a une seule track et c'est pas peut-être un biais un peu de sélection avec les gens qui faisaient partie du comité. On a quand même pas mal de gens qui font aussi de la recherche, mais aussi du forensique. Mais on s'est trouvé avec la sélection de talks. On a eu plutôt des talks qui sont un peu tournés sur l'exploitation. Oui, je dois dire que donc le niveau est vraiment très très bon. J'ai croisé des gens de l'ANSSI, j'ai croisé des gens de Synactive. Voilà, félicitations pour cette édition qui n'était pas facile après 3 ans d'interruption totale. C'est pas toujours évident de remettre 700 personnes au même endroit en termes de logistique, d'événementiel. Est-ce qu'on parle des conférences ? Est-ce que tu veux présenter quelques conférences qui t'ont particulièrement tenu à cœur ? Dans les conférences, justement, celle que tu mentionnais avec celle de Synactive, avec les deux retours sur Pwn 2 Own, une sur des attaques sur les imprimantes et une aujourd'hui sur une enceinte connectée Sonos, où les deux équipes du coup de Synactive qui ont participé à Pwn 2 Own en fait ont expliqué leur méthode de fonctionnement avec l'analyse, comment récupérer un firmware, extraire les informations qui sont sur le firmware, pouvoir faire le reverse du binaire et ensuite trouver des vulnérabilités et faire l'exploit. Et c'était assez bien expliqué avec les différentes étapes, aussi sur la cible, sur les imprimantes, le fait de travailler en équipe et puis qui s'occupait de chaque partie. On se rend compte que oui, c'est du travail sur de collaboration de plusieurs personnes et de différentes connaissances aussi en fonction du reverse, extraction de firmware et ce genre de choses. Il y a eu une autre présentation d'ailleurs sur l'extraction de firmware avec un outil qui vise à remplacer Beanwalk. Et je dois dire que cette présentation était intéressante parce que d'une part, elle présentait justement les difficultés à extraire le firmware, mais aussi elle montrait toutes les failles de sécurité qui existaient dans les autres outils. Et en fait, extraire un firmware avec un outil comme Beanwalk, ça peut donner lieu à l'exécution de code sur sa machine, quoi. Oui, et en plus, il y avait un bon fil rouge sur la présentation avec le pourquoi justement ils ont créé leur outil, comment ils ont aussi fait de la sécurisation dessus, du durcissement avec des revues des différents outils qu'ils utilisaient, dont Beanwalk et d'autres outils pour faire de l'extraction sur GFFS, par exemple, où là aussi ils ont trouvé des problèmes. Le fait qu'ils aient écrit une partie en Rust, parce que Rust. Bien sûr, en 2022, tout le monde est obligé de faire du Rust. Et après, en fait, ils ont aussi parlé de comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, leur outil, c'est pas faire un concurrent à Beanwalk comme ça, mais en fait, ils sont partis un peu du modèle de Metasploit, d'essayer d'écrire en fait un outil, un framework qui permet de regrouper un peu tout ça et que un des points dont il parlait dans la conférence, c'est que chacun a tendance à écrire ces outils en Python ou autre langage en fait, chacun de son côté, et là de créer en fait un framework comme Metasploit où du coup il y a un système de modules, on peut avoir un squelette pour écrire un extracteur et ce genre de choses, et c'est pas lié juste à des extractions pour écrire en fait qu'il y a un format avec le header, les différents champs, mais ça peut aller plus loin où du coup il rebondissait aussi sur la présentation avec l'attaque pour Synactive sur les imprimantes, où au fait qu'on puisse aussi écrire des phases des obfuscations ou des chiffrements et ce genre de choses, quoi. Donc on va quand même citer leur outil qui s'appelle Unblob, puisqu'il est open source, donc voilà, on ne fait pas de la promotion commerciale, mais on peut citer cet outil. Est-ce que tu vois peut-être une ou deux autres présentations à mettre en avant qui pourraient intéresser nos auditeurs ? Même si toutes les présentations étaient bien. Alors il y avait une présentation par exemple sur l'exploitation de secrets fuités sur GitHub. J'aurais pas trop en parler parce que c'était quand même un service commercial, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en début de présentation, l'intervenant fait un commit dans GitHub avec une clé d'API AWS, et en fin de présentation, en fait, il regarde combien de personnes se sont connectées avec cette clé d'API, et pendant ces 25 minutes de présentation, il y avait déjà eu peut-être 30 tentatives de connexion depuis 5 pays différents, donc ça veut dire que le temps de survie d'un credential sur GitHub est inférieur à 10 minutes. On est de retour à l'époque de Windows XP branché sur Internet sans patch. Sinon, dans les autres présentations, on a aussi eu dans les attaques hardware et software de Sylvain et Nicolas, où ils ont présenté sur des attaques sur SM4,
où en fait ils ont fait des analyses sur des implémentations software avec side channel et fault injection, et ils ont essayé de faire le fault injection aussi sur une implémentation hardware qui était basée sur un processeur RISC-V. On peut préciser que SM2, SM4, SM5 sont des algorithmes chinois concurrents de RSA, DSA, enfin signature, hachage, etc., chiffrement, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme conférence dont tu voudrais parler ? Alors, aussi au niveau des keynotes, alors le premier jour, on a eu une keynote d'une personne de la Poste suisse qui a parlé de leur bug bounty. Et le deuxième jour, on a une personne de Intel qui est venue nous parler des problématiques et de solutions pour sécuriser le confidential computing. J'ai pas la traduction en français, l'informatique de confiance. Enfin, l'info nuagique de confiance, oui, c'est être capable d'aller exécuter des programmes sur une machine que tu ne contrôles ni physiquement ni logiciellement. Et du coup, elle partait de la protection, ce qui est implémenté ce qui était implémenté, SGX, qui est utilisé pour pouvoir lancer des tâches qui sont trustées, enfin, dans un container qui sont sur une machine, et en fait de l'avancée ou qui va pour les serveurs, tout ce qui est cloud, qui s'appelle TDX. Donc c'était pour les technologies Intel, et du coup toutes les problématiques en fait qu'il peut y avoir avec ça, de la confiance que doit mettre en place, doit avoir l'utilisateur final vis-à-vis du fournisseur de prestations, et au niveau du coup en fait des piliers risques aussi qu'il peut y avoir, parce qu'on va avoir un hyperviseur auquel on doit faire confiance parce qu'il peut gérer la partie hardware, et du coup on peut avoir des problématiques avec des pages mémoire qui sont partagées entre l'hyperviseur et les autres, et du coup là on pourrait essayer de tenter d'accéder à des vulnérabilités dans le système hôte en fait. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme conférence dans l'après-midi ? On a eu une présentation de Axel April qui en fait était un titre trompeur qui était « Vous n'écrirez plus de script Frida ». C'est du putaclic, tu peux le dire. Elle expliquait comment écrire de meilleurs scripts Frida. Exactement, puis d'utiliser en fait, plutôt que de tout faire à la main avec des scripts Frida, aussi d'utiliser des outils comme Medusa, qui permettent d'automatiser des surcouches, et puis du coup d'automatiser l'extraction de malware qui serait packé. Pour les auditeurs, on peut préciser que Frida est un outil d'analyse de binaire, enfin de reverse engineering en anglais, qui est extrêmement utilisé dans le monde mobile, en particulier parce que je crois que sur iOS, ils ne demandent pas forcément d'avoir des plateformes routées. Donc il est pratique pour analyser des téléphones où on a juste un certificat de signature et ça marche. Mais elle parlait essentiellement du contexte Android, même si l'outil supporte aussi macOS et plein d'autres plateformes. Voilà, je vais te laisser la chance de parler peut-être d'une dernière présentation qui t'a tenu à cœur. Alors, il y a une présentation de Charles Foll sur des exploitations dans des bugs en fait dans PHP. On parle de l'interpréteur PHP, hein, pas des applications en PHP, parce que là, il y en a trop des bugs. Exactement. Et là, en fait, il est parti de vulnérabilité dans la partie qui se connecte en fait à des bases de données. Et là, il a pu trouver une vulnérabilité dans cette partie-là, et il expliquait en fait comment en utilisant les paramètres qu'on va mettre dans une requête GET qu'on va envoyer au serveur, en fait, on va pouvoir réussir à mettre en place le tas d'une certaine façon pour allouer des objets, les désallouer également, quand on va pouvoir réécrire en fait un paramètre qui existait déjà. En fait, en arrière-plan, PHP va désallouer cette zone mémoire, et comment en fait on arrive à du coup mettre en place le tas pour avoir quelque chose qu'on va contrôler, et du coup après pouvoir avec le débordement de tampons qu'il avait, pouvoir réécrire une zone contrôlée et pouvoir avoir de l'exécution de code.
Je dois avouer que j'étais assez surpris par le nombre de présentations qui, effectivement, faisaient encore du heap message et haute technique d'exploitation. J'avoue que ces derniers temps, j'avais eu l'impression qu'il y avait eu un shift sur tout ce qui était, on va dire, paquet malveillant, exploitation de très haut niveau dans du JavaScript, des choses comme ça. Mais je constate qu'il y a encore des gens qui font du très bas niveau et que les stacks et les heap overflow ne sont pas encore morts. On a eu ça, on a aussi eu une présentation sur des vulnérabilités dans NetFilter, dans le noyau Linux, et c'est vrai que du coup on restait là-dessus, puis quand on regarde en fait les vulnérabilités qui ont été présentées pour Pontoon, alors c'est complexe d'arriver jusqu'à trouver cette vulnérabilité, mais la vulnérabilité en elle-même, souvent on revenait à du buffer overflow assez surprenant, classique en fait, on va dire. Après, il y a la complexité de l'exploitation, mais la vulnérabilité en elle-même revenait assez dans du classique. Ouais. Après, c'est des systèmes embarqués, alors peut-être c'est un peu différent, mais peu de protection aussi, ou pas toutes les protections activées pour le compilateur. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt de cette faille, c'est qu'elle avait été distribuée dans le SDK, le kit de développement fourni par l'éditeur, mais qu'il avait ensuite corrigé dans ses propres produits, mais tous les gens qui avaient utilisé le SDK avaient la même faille, et eux n'ont pas été notifiés qu'une faille avait été corrigée. Ça, c'était un point amusant de cette présentation. Et on peut quand même dire que c'est pas des présentations bateau avec des techniques qui sont connues pour aller faire du massage de heap dans la libc ou des choses comme ça, mais qu'il y avait une partie intéressante, par exemple, sur un des équipements, tous les chunks de mémoire étaient libérés quand la fonction retournait, par exemple. Donc il y avait des contraintes comme ça qui faisaient que les techniques d'exploitation classiques ne marchaient pas et qu'il fallait travailler un peu plus pour arriver à l'exploitation de code. Et de ce point de vue-là, je crois que la présentation d'ailleurs de Julien Voisin sur les allocateurs mémoire était assez édifiante. Alors lui, il ne présentait pas du tout la sécurité, il présentait plutôt de la performance et du test. Mais je ne sais plus combien d'allocateurs mémoire différents il avait identifié, mais on était au moins à 30 ou 40. Et donc, effectivement, là, ça devient... on comprend pourquoi écrire un code d'exploitation pour un heap overflow, ça devient compliqué quand il y a au moins 40 allocateurs mémoire dans la nature, quoi. Utilisés, évidemment, chacun dans des contextes très spécifiques, aussi bien dans l'embarqué, des téléphones portables. Enfin, chacun a des contraintes qui font qu'il est obligé de réécrire son interpréteur et que son interpréteur va être forcément mieux que les 39 qui l'ont précédé. J'ai bien aimé cette présentation, même s'il n'était pas vraiment orienté sécurité. Et il y a aussi un point, c'est qu'en plus, du coup, ça c'est 39 allocateurs qu'on peut utiliser nous quand on compile, quelqu'un compile un binaire. Mais après, on a des applications, tout ce qui est navigateur, Apache et d'autres outils qui en fait embarquent leur propre allocateur mémoire. Bon, il y a aussi une partie ROM Session, on va peut-être pas en parler parce que pour le coup, celles-là sont pas enregistrées. Je crois d'ailleurs que les vidéos des autres présentations vont être publiées peut-être prochainement ou il y a du montage à prévoir. Effectivement, alors les vidéos sont déjà online mais pas disponibles. On va les rendre disponibles tout soudain. Donc elles seront peut-être disponibles à l'époque, au moment où les auditeurs écouteront cet enregistrement. Il y a une partie CTF qui n'a pas encore eu lieu, donc on ne va pas en parler, mais il y a une partie aussi sociale qui est extrêmement importante. Et je dois dire que je regrette beaucoup la fondue meringue double crème absinthe. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer dans un restaurant haut de gamme ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est aussi la réponse est plutôt du côté de la logistique, parce que chez nous, en Suisse, normalement, les restaurants d'alpage dans lesquels on mangeait la fondue à l'époque ferment, et on avait des exceptions. Et les exceptions, on peut les faire début novembre, mais quand on s'approche de mi-novembre, ça devient un peu plus compliqué. Même si cette année, la météo est très très bonne, ils ont quand même des restrictions de nombre de jours d'ouverture par année. Donc s'ils le prolongent sur l'automne, ils doivent le raccourcir sur le printemps ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que j'avais un souvenir d'avoir failli rester coincé en altitude à minuit dans une tempête de neige, mais ça fait partie du charme aussi. Mais du coup, est-ce que vous envisagez de décaler la conférence l'année prochaine pour profiter d'une météo plus clémente ? Parce qu'on ne va pas se mentir, cette année, au mois de novembre, il y a quand même beaucoup d'événements entre Black Alps, European Cyber Week, Greuhac, qui tombent tous la même semaine. Comment vous vous organisez par rapport aux autres événements cybersécurité européens ? Vous communiquez un peu avec eux ou vous posez une date Alors en fait, en général, on essaie d'analyser les dates des autres événements et de ne pas tomber en même temps. Sauf que cette année, avec les difficultés pour sortir de la crise sanitaire, on a dû s'y prendre un peu plus tard pour trouver le lieu. Et le lieu n'était pas disponible quand on le souhaitait exactement. C'est aussi pour ça qu'on a changé les jours. En temps normal, on le fait
jeudi, vendredi, et cette année c'est un mardi, mercredi, ce qui est une exception. Mais l'année prochaine, normalement, ça devrait être début novembre sur un jeudi, vendredi. Alors, est-ce que la date de l'année prochaine est déjà posée et qu'on peut l'annoncer en exclusivité aux auditeurs No Limit Sécu, puisque je crois que tu ne l'as pas annoncé pendant l'événement? Effectivement, j'ai gardé une petite réserve, c'était une exclusivité No Limit Sécu. Donc nous, on a prévu et réservé ce lieu, donc le même endroit à la Marive, à Yverdon-les-Bains en Suisse, pour le jeudi 2 et le vendredi 3 novembre 2023. Voilà, mais alors Sylvain, est-ce que tu veux apporter le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir à l'édition 2023 ou de regarder vos vidéos en ligne ou de sponsoriser l'événement? Donc Black Hat se veut un événement technique, mais qui a le souhait d'animer la communauté. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde nous rejoigne pour partager, échanger autour de cette passion qui nous anime autour de la sécurité informatique. Ça me semble une excellente conclusion. Merci à vous deux. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.